Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence de France Stratégie. Je vois que vous êtes déjà très nombreux à être connectés, donc merci. Et si vous êtes si nombreux, c'est sans doute justement parce que le sujet dont nous allons discuter durant l'heure qui vient concerne tout le monde par définition. Il s'agit de l'alimentation. Pour le dire autrement, on pourrait dire que l'alimentation est au carrefour, au centre même d'au moins trois préoccupations vitales. La santé d'abord, l'environnement ensuite et bien sûr la souveraineté alimentaire dont on entend beaucoup parler dans le débat en ce moment. Alors, la santé, c'est trivial évidemment, mais je vais quand même le rappeler. Pour vivre, il faut se nourrir. Donc là, on a la question de l'accès de toutes et tous à l'alimentation et un cran au-dessus, l'accès de toutes et tous à une alimentation saine. L'environnement ensuite, c'est la question des moyens qu'on se donne ou pas pour pouvoir produire, acheminer, distribuer cette alimentation sans porter atteinte à l'environnement, la biodiversité, les écosystèmes, les ressources en eau, le climat. Et puis enfin, je le disais, ce mot qu'on entend beaucoup dans le débat public, sans toujours du reste savoir exactement ce qu'il recouvre. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est le droit des populations à déterminer leur propre système agricole et alimentaire. Et ce, évidemment, agricole et alimentaire des autres populations. C'est donc une notion qui touche à la question des choix collectifs et de l'indépendance, peut-être plus qu'à la question d'une pseudo-garantie contre d'éventuelles pénuries, même si c'est important aussi. Donc tout ça constitue beaucoup de questions à la fois complexes, connexes et intimement liées autour de l'alimentation, mais heureusement, nous avons la chance d'avoir avec nous pour nous éclairer Julien Fausse, expert, qui est directeur adjoint au département développement durable et numérique de France Stratégie et qui est surtout co-auteur avec Peggy Furic du rapport pour une alimentation saine et durable qui a été remis à l'Assemblée nationale le 22 octobre, si je ne me trompe pas. Je vous invite, avant d'entrer dans le débat, à poser vos questions à tout moment sur le chat. N'hésitez vraiment pas, on aura une séquence questions qu'on espère longue à la fin de notre petite série de questions ici. Voilà, bonjour Julien. Bonjour Céline. J'ai envie de commencer par une question un petit peu personnelle. Est-ce qu'avant de venir ce matin, vous avez pris un petit déjeuner équilibré, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop gras? Alors oui, j'ai essayé de prendre un petit déjeuner qui tenait la route et qui était équilibré et qui était en fait en phase avec ce que les Français de manière générale mangent, parce qu'on a un régime alimentaire qui est très particulier, qui est très spécifique. C'est ce qui vous est présenté sur le PowerPoint à la diapositive suivante. On a une occidentalisation, une mondialisation de l'alimentation qui est observée, mais malgré tout, chaque pays conserve ses spécificités et la France en particulier. On a un modèle alimentaire qui est très singulier, avec 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner, une dimension sociale qui est extrêmement importante. L'alimentation, c'est un fait culturel et le repas à la française occupe une place importante. On observe néanmoins une évolution quand même tendancielle de nos régimes alimentaires. C'est ce que vous est présenté sur le graphique en bas à droite de cette diapositive. Ce qu'on voit, c'est qu'au fil des années, la part relative des matières grasses, des lipides augmente dans notre alimentation et les glucides complexes notamment, diminuent. Donc on a une alimentation qui est de plus en plus riche en énergie et qui va relativement diminuer en termes de contenance de glucides complexes. Alors, quels sont les impacts sur la santé de cette évolution et ce régime alimentaire français? C'est ce qui vous est présenté sur la diapositive suivante. Ce qu'on montre globalement, c'est que en France, l'alimentation n'explique qu'une faible part relative des décès, ou en tout cas une part relative moins importante que ce qu'on observe dans d'autres grands pays. On est à environ 40 décès pour 100 000 habitants attribuables à l'alimentation en France. À l'échelle mondiale, c'est plus de 100 décès pour 100 000 habitants. Dans beaucoup de régions du monde, on est sur des niveaux supérieurs. Et on se rend compte que, notamment dans les pays européens, on a une part plus importante de l'ordre de 50 décès pour 100 000 habitants en Italie ou plus pour la Suède, le Royaume-Uni, comme ce qui vous est présenté donc sur ce diapo.
Alors, question volontairement impertinente, Julien, vous parlez donc des spécificités du régime alimentaire français qui nous protégerait, une sorte de mode à la française du repas. Est-ce que la consommation d'alcool fait partie de ce régime alimentaire à la française? J'ai entendu dire que la France était un des pays qui consommait le plus d'alcool dans le monde. Alors, petit 1, est-ce que c'est vrai? Si oui, avec quelles conséquences? Et sinon, est-ce que c'est parce qu'on ferait un espèce d'amalgame du fait que la France est par ailleurs un gros producteur et un gros exportateur de vin et de spiritueux? Alors la France, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, un gros consommateur et producteur d'alcool et spiritueux. La consommation d'alcool en France reste préoccupante. Elle est en tout cas plus importante que ce qu'on peut observer dans d'autres pays du monde. La mortalité imputable à l'alcool en France pour 100 000 décès, c'est de l'ordre de 34 cas par an. Au niveau mondial, on est en dessous de 30. Dans les pays de l'OCDE, donc les grands pays développés occidentaux, on est en dessous de 30. Et en fait, on se rend compte que des niveaux supérieurs de décès imputables à l'alcool ne s'observent en fait que dans quelques régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne et en Russie. Donc, on a une consommation d'alcool qui reste importante en France, qui croît avec le temps. Plus on vieillit, plus on consomme d'alcool, c'est ce que montrent les statistiques, ou en tout cas, on en consomme plus fréquemment. Et on a des impacts très clairs sur la santé des consommateurs qui sont observés. Alors, les données de santé publique, ce qu'elles montrent également, c'est qu'on a quand même, et malgré tout, une tendance au surpoids, surtout parmi les jeunes qui, dit-on, se mettraient à distance de ce repas traditionnel pris en famille, à table, un repas donc préparé, équilibré. Et puis, au-delà des jeunes, on constate aussi qu'on est quand même de plus en plus nombreux, par exemple, le midi, à préférer grignoter un sandwich devant nos ordinateurs, pour ceux qui travaillent devant des ordinateurs, ou bien le soir à se faire réchauffer un plat tout préparé plutôt que de se préparer quelque chose, encore une fois, qui serait équilibré et propre à un repas typiquement français. Alors, est-ce que là, je fais de la sociologie de proximité ou est-ce que c'est des tendances qui s'observent statistiquement? Alors, il y a effectivement des grandes tendances qu'on observe d'évolution du régime alimentaire que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, le modèle alimentaire à la française est quand même, au fil des années, un peu battu en brèche. C'est ce que vous avez représenté sur cette diapo avec, on peut regarder par exemple le petit graphe en bas à gauche qui montre que depuis les années 60, la part relative des repas pris à domicile a diminué. On va de plus en plus manger à l'extérieur, en restauration hors foyer. Et quand on regarde, c'est ce qui est indiqué plutôt en haut du graphe à droite, la composition de nos repas, mais ils évoluent avec de plus en plus de plats préparés, de plus en plus d'alcool également, et donc une composition qui s'industrialise, ou en tout cas qui fait de plus en plus appel à des produits alimentaires tout préparés. Donc on a des régimes alimentaires qui sont en mutation, ça se traduit par la composition, et puis c'est ce qui est présenté sur la diapositive suivante, qui se traduit aussi par d'autres types d'évolution. La première, c'est la consommation de viande. Globalement, la consommation au fil des années diminue tendanciellement, mais c'est surtout la nature des viandes qu'on consomme qui évolue. On consomme de moins en moins de viande bovine, de plus en plus de volaille. Il y a eu un effet crise de la vache folle dans les années 90 et début des années 2000 qui a été assez important pour expliquer cette mutation. Donc on a une modification dans la consommation de viande. Et l'autre grande tendance qu'on peut noter, c'est la part du bio qui augmente, qui se traduit de manière assez variée. Alors, c'est ce que vous avez représenté sur le petit graphe à droite. Là, ce sont les surfaces qui sont cultivées en bio qui croissent. On a la même augmentation tendancielle sur les dernières années en termes de chiffre d'affaires du secteur bio qui a été multiplié globalement par 10 d'années. Donc, on a une tendance à manger de plus en plus de produits bio et ça se traduit concrètement et économiquement. Alors, toutes ces grandes mutations des régimes alimentaires, eh bien, elles s'accompagnent de mutations en fait, de défis de santé publique liés à l'alimentation. C'est ce que vous avez présenté sur ce diapositive. Globalement, on a un taux d'obésité en France qui est relativement moins élevé que ce qu'on observe chez nos grands voisins européens. On est aux alentours de 14% de personnes obèses en France, alors qu'on est à 16% dans la moyenne de l'Union européenne.
Mais ce qu'on montre, c'est que globalement, cette obésité, elle augmente tendanciellement en France. Elle a été en fréquence multipliée par 3 en 30 ans. Et surtout, il n'y a pas de modification du gradient social. C'est-à-dire que on a un lien assez important entre catégorie sociale et obésité. On a plus de risques d'être obèse si on est pauvre que si on appartient aux catégories socio-professionnelles les plus élevées et les plus riches. Et cette tendance-là ne bouge pas. L'autre point très préoccupant et assez spécifique, c'est le fait que dans les Outre-mer, on a une obésité qui reste importante, plus importante qu'en métropole, et avec une fréquence qui a une tendance à augmenter. Donc, une situation sanitaire qui reste préoccupante, meilleure que dans d'autres pays européens, mais qui reste un point de vigilance important. Alors, je rebondis sur ce constat d'une augmentation tendancielle à l'obésité. Julien, vous évoquiez la question de la consommation de viande. On sait que nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour que justement cette consommation de viande diminue. On sait par ailleurs que plus généralement, l'excès de consommation de produits animaux justement favorise la survenue pas seulement du surpoids, mais aussi d'un certain nombre de maladies, notamment cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet éventuellement horizon souhaité d'une réduction de la consommation de viande bovine ou volaille? Alors, sur la consommation de viande et le lien qu'on peut faire avec notamment le réchauffement climatique, je pense qu'il faut moduler certains points. Ce qui vous est représenté sur la diapositive suivante, c'est l'ensemble des risques environnementaux et notamment dans le diagramme du haut, les émissions de gaz à effet de serre au niveau national. On montre qu'on a environ 19% des émissions de gaz à effet de serre de la France qui sont liées à notre système alimentaire. Bon. Mais généralement, on impute ça à la viande, à la production d'animaux d'élevage. Bon. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a les émissions de méthane liées aux ruminants qui sont importantes et qui expliquent ces émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, mais il y a aussi l'utilisation de fertilisants azotés qui sont à l'origine de la production de protoxyde d'azote, qui est un gaz qui va avoir un pouvoir réchauffant extrêmement important. Donc, oui, il y a un impact de la consommation de viande en France sur l'environnement au sens large du terme, mais ce n'est pas la seule cause d'émissions de gaz à effet de serre. Si on fait une focale un peu plus large sur le monde, sur l'échelle internationale, c'est ce que j'ai présenté sur cette diapositive, là, on a une vraie préoccupation qui est liée au changement climatique et à la consommation de viande. À l'échelle mondiale, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'agriculture, au sens large du terme, agriculture et alimentation. On a une croissance démographique, une évolution dans la consommation alimentaire mondiale avec une consommation de viande qui est plus importante, qui conduit à penser que dans les années à venir, ces émissions de gaz à effet de serre seront insoutenables et qu'il faudra donc changer à l'échelle planétaire notre mode de consommation, avoir une moins importante consommation de protéines animales et remplacer cela par des protéines végétales. Et il s'avère qu'il y a effectivement des bénéfices nutritionnels, sanitaires, à réduire cette consommation de protéines animales et avoir de plus en plus de végétaux. Donc on a une tendance effectivement mondiale qu'il faudrait accompagner pour manger moins de viande et manger plus de végétaux. Donc là, ce qu'on voit finalement, c'est qu'au niveau français, au niveau mondial, au-delà même de la question de la consommation de viande, vous faites sans cesse le lien, enfin, ce n'est pas vous, c'est que la santé et l'environnement marchent, pour ainsi dire, main dans la main. C'est ce que je disais en intro. On est face à des problèmes qui sont tout le temps interconnectés. Est-ce que c'est pour ça que dans votre rapport, vous parlez plus spécifiquement de système alimentaire que d'alimentation? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre concrètement, qu'est-ce que c'est pour vous la notion de système alimentaire? Alors, on a très longtemps, quand on étudiait l'agriculture, on a très longtemps parlé de filière agroalimentaire, qui était en fait une vision très schématique des relations entre acteurs et très linéaire. Il y avait l'agriculteur, le distributeur, le consommateur. Et on se rend compte que cette représentation-là ne permet pas d'appréhender la complexité des interactions entre les différents acteurs. Et notamment les interactions avec d'autres blocs que les acteurs économiques, qui sont les citoyens, qui sont tous les acteurs de la sphère environnementale. Et on voit bien qu'il y a un lien extrêmement fort entre
la production agricole et l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on mobilise la notion de système alimentaire, qui est finalement une notion assez ancienne dans les débats. Ça fait une trentaine d'années qu'elle est mobilisée. Ça vise vraiment à associer l'ensemble des activités qui concourent à la fonction alimentaire. Et ce qu'on montre, pour schématiser les choses, c'est qu'on a en France, en Europe, dans les pays développés, un système alimentaire dominant qui est conventionnel, qui a permis d'accroître la production agricole et de nourrir en quantité suffisante les populations. Mais ce système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui présente tout un tas d'impacts environnementaux négatifs, ce qu'on appelle les externalités environnementales négatives en langage d'économistes, et c'est ces externalités-là qu'il faut réduire. Alors, vous parlez de nourrir en quantité suffisante les populations. L'INSEE recense quand même 5,5 millions de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire en 2019, sachant que forcément la crise économique liée au Covid a dû encore augmenter ce chiffre. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, si j'ose dire, c'est-à-dire du côté des producteurs, l'INSEE, là encore, nous dit qu'on a un quart de nos agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vous confirmez cet état des lieux? Alors oui, donc des deux côtés du système alimentaire, des deux bouts de la chaîne, en fait, on a effectivement des tensions économiques qui sont très importantes. D'abord, le premier point sur la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Alors, en France, en moyenne, c'est aux alentours de 16% sur les chiffres de l'INSEE, mais on voit qu'en fonction du revenu des ménages, on a une part qui peut être beaucoup plus importante. C'est ce que vous avez représenté sur le graphe à droite de cette diapositive. Les ménages les plus modestes, ceux du premier quintil, les 20% les plus pauvres, pour eux, l'alimentation, c'est pratiquement 17, 18, voire 20% des revenus. Donc, c'est une part extrêmement importante de leur budget qui est allouée à cette alimentation. Et malheureusement, la crise du Covid, on y reviendra, a sans doute accentué ce phénomène. Ça a accentué également le recours à l'aide alimentaire. C'est ce que vous avez représenté sur la diapositive suivante. Globalement, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, des dispositifs de type Restos du Cœur, Croix-Rouge ou autres, ont doublé entre 2009 et 2018. Selon l'IGAS, donc l'Inspection générale du ministère de la Santé, en 2018, c'est environ 5,5 millions de Français qui ont eu accès à cette aide alimentaire. Et les chiffres partiels dont on dispose aujourd'hui ont montré qu'il y avait eu une hausse importante de ce recours à l'aide alimentaire durant la crise du Covid, durant les derniers confinements. Donc on voit bien qu'il y a une situation sociale d'accès à l'alimentation qui est très inégale en France. Et comme vous l'évoquiez, Céline, tout à l'heure, de l'autre côté du système alimentaire, du côté des agriculteurs, on a également une situation économique qui est très préoccupante. C'est ce que vous avez représenté sur la diapositive suivante, avec un graphique qui montre l'évolution du revenu courant avant impôt des agriculteurs en fonction du type de production agricole. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a une fluctuation extrêmement importante de ces revenus. Et ça, c'est une grande caractéristique du monde agricole. En fonction des années, en fonction des conditions météo, en fonction des cours mondiaux, on va avoir des revenus extrêmement variables. Et dans un très grand nombre de cas, pour un très grand nombre d'exploitations agricoles, on a des revenus qui sont très faibles, voire négatifs. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les aides de la politique agricole commune pour faire tourner et faire fonctionner les exploitations agricoles, eh bien, celles-ci s'effondreraient. Donc, il y a une vraie tension pour tout un pan des agriculteurs français, auxquels s'ajoutent d'autres difficultés liées à la pyramide des âges. On a une population agricole qui vieillit. C'est plus de la moitié des agriculteurs français aujourd'hui qui a plus de 50 ans, et on se rend compte que la situation est à peu près semblable dans beaucoup de pays européens. Et donc, on va avoir une vraie question de renouvellement des générations qu'il faudra adresser dans les années à venir. Voilà, donc un secteur agricole qui est soumis à un contexte socio-économique particulièrement difficile. Mais alors, effectivement, c'est quand même assez préoccupant et on a envie de dire, mais finalement, qu'est-ce que ça dit de la capacité de la France à pouvoir nourrir toute sa population? Quand je dis toute sa population, donc je fais à la fois écho aux questions d'inégalité d'accès à l'alimentation dont on vient de parler, et puis aussi de la capacité de renouvellement de cette population d'agriculteurs, sachant que cette question de l'autosuffisance, elle est pour les Français aujourd'hui, en tout cas, une préoccupation forte.
est récurrente, notamment depuis les expériences de pénurie de la crise Covid. En clair, ma question, c'est est-ce que la France a les moyens de sa souveraineté alimentaire, de la souveraineté alimentaire qu'elle appelle de ses voeux? Alors, c'est une question qui est un peu difficile à aborder. D'abord, la notion de souveraineté alimentaire, elle est aujourd'hui très présente dans le débat public. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment d'acteurs politiques, qui ne mettent pas sous cette notion de souveraineté alimentaire la même définition, donc ça biaise un peu le débat. Si on regarde ce qu'est aujourd'hui notre autonomie alimentaire, et si on regarde ça au regard notamment de notre balance commerciale, on se rend compte que la situation de la France est effectivement assez mitigée. C'est-à-dire qu'on a une balance commerciale qui est bénéficiaire, qui est positive, mais cet excédent s'érode au fil des années et surtout il repose essentiellement sur les vins, les alcools et les céréales qu'on exporte massivement. Et à côté de ça, on a d'autres filières, d'autres secteurs d'activité pour lesquels eh bien, la production est insuffisante, ou en tout cas pour lesquels on a beaucoup d'importations. C'est notamment le cas des fruits et légumes. On a d'autres filières où le diagnostic est semblable, c'est-à-dire où on n'arrive pas à fournir suffisamment de produits pour répondre à la demande nationale. C'est le cas des produits bio. Et tout ça traduit en fait, en fonction des filières, en fonction des secteurs, des pertes de compétitivité ou en tout cas des modèles économiques qu'il faut interroger parce que leurs limites sont assez importantes. Alors, sur la diapositive suivante, on a une petite représentation de l'évolution du solde commercial des produits agricoles et agroalimentaires qui reprend ce que j'évoquais, c'est-à-dire boissons, céréales, forte production, mais dans tout un tas de secteurs, fruits et légumes, poissons et crustacés, on se rend compte qu'on est en approvisionnement insuffisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est le graphe qui est à gauche et qui montre que progressivement, nos échanges commerciaux avec les autres pays de l'Union européenne ont diminué et ont diminué finalement assez rapidement depuis 2010, c'est-à-dire que la France nourrissait ou exportait pas mal de produits agroalimentaires vers nos voisins européens. Et puis aujourd'hui, c'est pour une bonne partie nos voisins européens qui exportent vers nous nos produits agroalimentaires. C'est ce qui vous est représenté aussi plus en détail encore sur la diapositive suivante, où on voit que pour l'année 2019, eh bien, on avait des excédents commerciaux vins, spiritueux, céréales. On avait quelques excédents dans le secteur laitier qui étaient assez finalement exceptionnels par rapport aux grandes tendances observées les années précédentes. Mais surtout, pour tout un tas d'autres pans du secteur agricole et agroalimentaire, eh bien, des déficits commerciaux assez importants. L'autre point sur lequel on peut s'arrêter sur cette question de l'autonomie alimentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le bio, c'est ce que je vous ai présenté sur la diapositive suivante. On voit qu'on a un déficit d'approvisionnement en produits bio nationaux, ce qui fait qu'en 2019, finalement, la production française bio ne couvrait que 67% de la demande nationale. Donc on a un solde commercial, y compris pour le bio, et pourtant un secteur à forte valeur ajoutée qui est insuffisant. Et là aussi, ça doit interroger globalement la structure même de notre système alimentaire et nos filières agroalimentaires, puisqu'il est assez illogique finalement de ne pas être en capacité de fournir des produits à haute valeur ajoutée pour les consommateurs français. Donc voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur cette notion d'autonomie alimentaire qu'il faut vraiment relativiser. En tout cas, les chiffres de balance commerciale montrent qu'on est tout un tas de secteurs en difficulté. Alors, vous évoquez les produits bio, j'en profite pour rebondir, parce que ça fait partie aussi des sujets qui se discutent beaucoup, notamment pendant les repas de famille, justement. Donc, je rebondis en me faisant un petit peu l'avocat du diable. Ce qu'on reproche le plus souvent au bio, c'est d'être plus cher. Alors, plus cher à l'achat pour le consommateur comme à la production. Donc là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment augmenter notre production autonome de bio, puisque pour l'instant, visiblement, nous avons un solde négatif, pourrait être envisagé comme une porte de sortie, comme une solution, si finalement on a déjà 6 millions de Français qui ne parviennent pas à s'acheter de quoi se nourrir, et puis de l'autre côté, nos agriculteurs qui déjà ne couvrent pas leurs coûts de production en cultivant en non bio. Alors, sur la deuxième partie de la question, sur
les bénéfices économiques pour les agriculteurs de passer en bio. C'est un sujet qu'on a essayé d'éclairer dans un rapport qu'on a publié en 2019 qui portait donc sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie. Et ce qu'on montrait en observant ou en analysant la littérature scientifique disponible, c'est que dans beaucoup de cas de transition de modes de production conventionnels vers des modes de production bio, c'est ce que vous avez représenté sur cette diapositive, eh bien, il y avait globalement des résultats économiques pour les agriculteurs qui étaient, au terme de la transition, bénéfiques, positifs. C'est les cases vertes en fait, du tableau. On a des bénéfices au terme de la transition dans tout un tas de secteurs de production, sauf sur la ligne rouge, c'était la production de viande bovine, où les études qui avaient été conduites montraient que là, il y avait une difficulté. Donc, dans la majorité des cas, des bénéfices économiques. Et on avait complété cette analyse de la littérature par un exercice de modélisation qui vous est présenté sur la diapositive suivante et qui montrait que lorsqu'on comparait différents types de transitions de modes de production conventionnels vers différents types de cahiers des charges qu'on pouvait rattacher à l'agroécologie, c'était le passage au bio qui assurait la rentabilité la meilleure, en tout cas des bénéfices pour les agriculteurs, de l'ordre de 25% par rapport à la situation conventionnelle initiale. Donc, faire passer, avoir une transition vers du bio est globalement rentable et bénéfique pour les agriculteurs. Et ce qu'on observe, c'est présenté rapidement donc, sur la diapositive suivante, c'est que les bénéfices, en fait, de ce passage en bio s'expliquent de différentes manières, soit parce qu'on aura des prix de vente des produits qui seront plus importants, c'est le cas notamment pour le secteur de la viticulture, soit parce qu'on aura des réductions de charges pour les agriculteurs, moins d'engrais, moins de pesticides qui vont donc réduire les charges et accroître les bénéfices. Donc, voilà les grandes explications à grands traits des bénéfices de cette transition vers le bio qu'on avait étudié et qui donc vous pouvez retrouver donc sur le site de France Stratégie dans la publication que j'évoquais tout à l'heure. Alors, donc, si je comprends bien, donc on a quand même un levier important dans la possibilité d'avoir une transition vers l'agroécologie qui repose sur les prix. Ça tombe bien parce que j'allais vous poser la question de la meilleure politique possible pour pouvoir flécher, si j'ose dire, l'achat des consommateurs vers des produits qui sont plus sains. On l'a vu notamment avec la taxe soda. Généralement, quand on envoie aux consommateurs le bon signal prix, ça fonctionne. Le Parlement européen vient du reste de proposer ce qu'il appelle une fiscalité comportementale pour orienter, encore une fois, l'achat des consommateurs vers les aliments qui auraient une empreinte carbone plus faible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de passer par des politiques qui sont centrées sur les prix? Alors, il y a un vaste débat en ce qui concerne cet aspect prix, ou en tout cas l'ensemble des leviers économiques ou fiscaux qu'on peut mettre en place pour accompagner la transition et accompagner les consommateurs vers un changement de mode de consommation. Alors, d'abord sur le diagnostic. En ce qui concerne les prix, c'est un exercice auquel on s'est livré dans le rapport qu'on a publié donc, en octobre dernier. Globalement, les prix des produits agricoles et agroalimentaires français semble augmenter un petit peu plus vite que chez nos voisins européens. C'est ce que vous avez présenté sur le tableau de cette diapo. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mis à part pour les boissons alcoolisées, on a en moyenne des prix relatifs de produits alimentaires en France qui sont plus importants que chez nos voisins européens. Il y a plein de facteurs d'explication qui sont évoqués, qui sont liés au coût de production, avec la grande question récurrente qui est un peu une sorte de marronnier, mais la question des coûts liés à l'industrie agroalimentaire, le fait de faire appel à du travail détaché qui baisserait les coûts chez nos voisins européens, notamment dans les filières d'abattoirs en Allemagne, aux Pays-Bas ou autres. C'est difficile ça à objectiver, c'est difficile à démontrer, mais il y a une vraie question qui tourne autour de ces coûts de production et notamment au niveau des industries agroalimentaires. Si on va un peu plus loin donc, sur les autres leviers et notamment la question de l'affichage, c'est un vrai sujet qu'il faut aborder. On a aujourd'hui des instruments qui ont fait la démonstration de leur efficacité pour faire évoluer les modes de consommation. Alors, il y a le Nutri-Score qui est le plus connu, qui permet donc d'avoir
pour les consommateurs une vision assez simple, assez claire de la composition nutritionnelle d'un aliment, et on peut avoir l'équivalent sur les impacts environnementaux. C'est l'affichage environnemental qui a été lancé sur une base volontaire lors du Grenelle de l'environnement et qui devrait être beaucoup plus diffusé et repris dans les années à venir, puisque la loi climat résilience qui a été promulguée l'été dernier donc en fait un axe fort. Donc on a ces leviers comportementaux, on a ces leviers d'affichage qui sont importants pour faire évoluer les modes de consommation. Et ça ne fonctionne que si seulement si de l'autre côté, eh bien, on a une évolution des politiques de l'offre. C'est ce qui vous est présenté sur cette diapositive. Il y a plein de politiques qui structurent notre système alimentaire, qui structurent les modes de production. On citera notamment la politique agricole commune, près de 9 milliards d'euros d'argent distribué au secteur agricole chaque année en France, et donc rééquilibrer la PAC pour avoir plus de soutien à des modes de production plus durables est tout à fait essentiel. Puis on a d'autres instruments qu'on peut utiliser, je ne vais pas tout citer. On peut citer notamment les initiatives locales, ce qu'on appelle les projets alimentaires territoriaux, qui font la démonstration de leur intérêt pour mettre en lien les collectivités locales, les industries agroalimentaires, les consommateurs sur un territoire. Et on peut utiliser ce levier-là en accompagnant, en finançant plus des initiatives locales, des PAT beaucoup plus durables. Et ça peut être un levier très, très intéressant pour faire bouger les lignes au niveau donc, de la production primaire. Alors, je vois que l'heure tourne, donc on ne va pas tarder à lancer la séquence de questions. Mais avant, on va essayer de se résumer. Je vais essayer de résumer tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Si je comprends bien, finalement, ce que vous recommandez, c'est de repenser notre régime alimentaire en ayant pour préoccupation non plus seulement la santé humaine, mais aussi l'environnement. Et ça, pour que ça se fasse, l'idée, ce serait de végétaliser notre régime alimentaire en allant de manière concomitante vers une transition vers une agriculture biologique qui serait encouragée par une PAC plus verte. Est-ce que c'est bien résumé? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, voilà, l'idée globale est là. Ce qu'on a essayé de montrer dans ce rapport, c'est qu'on avait aujourd'hui tout un tas de politiques publiques qui avaient trait soit à la consommation alimentaire, soit à la production agricole, et qui modifiaient la structure même de notre système alimentaire. Et il faut absolument faire bouger toutes ces lignes de manière assez convergente pour avoir une transition du système alimentaire vers plus de durabilité et vers des productions qui sont plus saines et plus équilibrées pour les consommateurs. Alors, ce qui vous est évoqué donc, sur la diapositive suivante concerne les politiques alimentaires qui existent aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais on a deux grandes politiques qui sont conduites par le ministère de la Santé d'un côté, c'est le Plan national nutrition santé qui a été lancé en 2001, et par le ministère de l'Agriculture d'autre part, c'est le Programme national de l'alimentation qui a été lancé en 2010. Et on voit que ces deux politiques publiques qui ont permis de faire avancer les choses peuvent encore évoluer, peuvent aller encore plus loin. Du côté du PNNS, on avait globalement une politique qui était centrée sur l'individu. On se rend compte qu'il faut faire bouger les lignes et vraiment placer les consommateurs dans leur environnement alimentaire et faire évoluer cet environnement alimentaire pour que les gens s'orientent vers une consommation plus équilibrée. Et du côté du PNA, la politique de l'alimentation conduite par le ministère de l'Agriculture, là, on a eu des actions qui étaient historiquement centrées sur le secteur agroalimentaire, pour résumer à grands traits, mais qui manquent sans doute d'évaluation ou qui mériteraient d'être évaluées encore plus finement qu'elles ne l'ont été aujourd'hui. Puis on a d'autres leviers qu'il faudrait faire bouger. L'aide alimentaire, on a vu que c'était un point important pour près de 6 millions de consommateurs français. Donc, la qualité nutritionnelle de cette aide alimentaire devra sans doute être améliorée. Et puis, il faudrait du côté des politiques éducatives, du côté des initiatives locales, avoir des politiques d'accompagnement qui soient encore plus importantes pour faire bouger ces deux volets-là, territoire et ce qu'on apprend dans les écoles notamment, et qui est central pour faire évoluer donc, la consommation. Alors, dans les pistes qui peuvent être envisagées pour aller encore plus loin que ces politiques existantes, il y a tout un tas de leviers qui existent aujourd'hui. On n'en citera que 3 qu'on évoque dans le rapport. D'abord, jouer sur les chartes d'engagement
qui sont aujourd'hui mises en place pour faire améliorer la qualité nutritionnelle de ce qui est produit par les industries agroalimentaires. Ça doit permettre d'avoir des produits de meilleure qualité et ces engagements volontaires doivent être accompagnés, soutenus par les pouvoirs publics. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont aujourd'hui en débat, notamment au niveau du Parlement européen, pour voir comment on pourrait moduler la TVA sur les produits alimentaires en fonction de leur qualité nutritionnelle, de leur impact carbone. Et ça fait partie des pistes qu'il faudrait sans doute regarder de plus près, voir si cet outil, qu'on appelle la fiscalité comportementale, pourrait être actionné. Et puis, il y a d'autres leviers qui ont trait à l'information des consommateurs. On a parlé d'affichage environnemental. On peut aussi parler des enjeux sanitaires liés à la consommation d'alcool, sur lesquels on pourrait aller encore plus loin pour mieux informer les consommateurs. Donc, des leviers qui sont mobilisables, il y en a d'autres qu'on évoque dans le rapport, mais tout ça ne tient que si et seulement si on structure la politique de l'alimentation sur quelque chose de très systémique, c'est-à-dire si on fait vraiment le lien entre la santé, l'environnement, l'offre alimentaire, et on a une possibilité qui est aujourd'hui permise par la loi climat résilience que j'évoquais tout à l'heure, qui propose de créer une stratégie nationale alimentation, climat, santé. Donc une stratégie très globale qu'on pourrait mettre en œuvre dans les années à venir pour avoir une transition de long terme, un accompagnement des consommateurs, des agriculteurs, des industriels agroalimentaires vers des modes de production et de consommation plus durables. C'est en tout cas ce qu'on proposait dans le rapport qu'on a remis donc, à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Eh bien, Julien, merci beaucoup pour ces éclairages. C'était très clair et visiblement passionnant puisque vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir laissé des questions. On va essayer, dans le temps qui nous reste, de vous répondre. Alors, on va commencer par la première. Alors, elle puise beaucoup dans l'actualité, visiblement, ce qui n'est pas très, très étonnant. Donc, on va prendre la première dans l'ordre d'apparition. Inès nous demande ce que vous pensez de l'interdiction de la publicité sur certains aliments, comme vient de le faire l'Espagne pour les sucreries en direction des enfants. Alors, c'est un vieux débat en France qu'on n'a pas tranché dans le rapport. Très clairement, la question de la publicité à destination des enfants pour des produits trop sucrés, trop gras, etc., fait partie des leviers sur lesquels il faudrait jouer pour que les enfants ne soient pas impactés par des messages publicitaires qui les conduisent à manger tout et n'importe quoi. Il y a une question de financement ensuite des chaînes de télévision qui est derrière, mais clairement, on est dans le sens de l'histoire. Si on va vers un contrôle ou une régulation plus importante de la publicité qui encadre des émissions destinées à la jeunesse notamment, on a aujourd'hui des messages sur les publicités à la télévision, manger 5 fruits et légumes, manger trop gras, trop sucré, etc. Il faudra sans doute aller plus loin et en tout cas, l'initiative qui est prise par l'Espagne est très intéressante. Il faudra voir quel impact ça a concrètement sur les consommateurs, mais si ça fait la démonstration de son intérêt, de ses bénéfices pour la santé des consommateurs, il faudrait sans doute voir comment on peut la mettre en œuvre en France également. Échange de bonnes pratiques, donc. On reste du côté des enfants. Pétunia nous demande à quand la gratuité des cantines à l'école pour permettre un accès de tous les enfants à une nourriture équilibrée. Et je regroupe avec la question de Géraldine qui demande si on ne ferait pas bouger les choses en revenant à des questions régie municipale qui servira du biolocal. Du coup, j'ajoute ma propre question. Qu'en est-il aussi dans cet éventuel projet-là de la question des circuits courts? Qu'est-ce qu'on répond à Pétunia alors? Alors, pour répondre à Pétunia, qui est un très joli prénom, et puis pour avoir une réponse un peu globale. Alors, sur le dernier point, sur les circuits courts, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui sont portées par des collectivités locales. Je pense à Montsartou avec qui on a travaillé à France Stratégie notamment, qui a mis en place une régie municipale avec une production très locale de produits bio qui alimente directement les cantines scolaires. Et c'est un exemple de transition très locale où on produit durable, on va améliorer
l'offre alimentaire dans les écoles, et ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup aujourd'hui de municipalités qui s'inspirent de cela, et c'est un point tout à fait positif. Ce qui est intéressant aussi dans l'exemple de Montsartou, je m'arrête juste 2 secondes là-dessus, c'est que cette transition vers du bio local s'est faite sans surcoût pour les familles, ça c'est un point extrêmement important, parce qu'ils ont joué sur le gaspillage alimentaire. Ils ont fait en sorte que les enfants ne prennent que ce qu'ils vont véritablement manger. Et donc, il y a eu des économies de fait sur les quantités distribuées qui permettent de financer le surcoût lié à la production, à la consommation biolocale. Donc, c'est un excellent exemple de transition locale. Toutes les collectivités locales ne peuvent pas rentrer là-dedans. Hein. Montsartou, il y a un climat qui permet de produire toute l'année pratiquement des fruits et légumes, mais il y a beaucoup de communes qui pourraient aller vers cela. Et en tout cas, c'est un excellent exemple de transition tout à fait bénéfique. La question ensuite de la gratuité, alors c'est une autre question qui a trait à l'équilibre financier des communes, mais effectivement, si on a des politiques d'accompagnement, d'accès du plus grand nombre d'enfants à une alimentation de qualité. Et s'il y a une possibilité de rendre gratuit les cantines scolaires, ça peut présenter bien évidemment donc des co-bénéfices sociaux, nutritionnels, environnementaux extrêmement intéressants. Ça permettra en tout cas de réduire les inégalités dans l'accès à une alimentation saine. Oui. Toutes et tous qu'on évoquait jusque-là. Alors Magali, tout autre chose, nous demande quelle maladie considérez-vous comme directement imputable à l'alimentation? Est-il possible de déterminer le taux de décès lié à l'alimentation? Je crois qu'on avait une slide là-dessus, non? On en a parlé. C'est un peu technique, mais parce que beaucoup de maladies sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule cause qui est à l'origine d'une maladie donnée, notamment quand on parle de maladies d'origine alimentaire. Il y a la composition nutritionnelle de l'alimentation qui rentre en jeu, mais si on prend l'exemple des maladies cardiovasculaires, si vous mangez trop gras, trop salé, vous risquez de faire d'avoir des problèmes de thrombose, vous risquez d'avoir des problèmes de tension artérielle. Si vous ajoutez à ça un métier stressant, un manque d'activité physique, eh bien, vous accroissez le risque de décès. Et après, la question, c'est de savoir comment on attribue le décès. Est-ce que c'est lié uniquement à l'alimentation, essentiellement à l'alimentation, ou est-ce qu'on combine tous ces facteurs? Donc, il y a des méthodes en fait, qui sont utilisées par les épidémiologistes pour affecter des décès à l'alimentation. C'est ce que je présentais tout à l'heure dans une diapositive au début de la présentation. Il y a ce qu'on appelle un indicateur qu'on appelle le DAILY pour Disability Adjusted Year Life, c'est-à-dire le life year, le nombre d'années de vie perdues attribuables à l'alimentation. Ce sont des calculs assez compliqués, mais on peut effectivement avoir des éléments de chiffrage. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le régime alimentaire seul n'explique pas un décès, mais c'est la conjonction du facteur alimentaire, du mode de vie, notamment l'activité physique, de facteurs environnementaux. On sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas de polluants, notamment qui vont avoir des effets perturbateurs endocriniens qui vont modifier les équilibres endocriniens et qui vont modifier les modes de régulation physiologique en fait, de l'alimentation qui rentrent en jeu. Et donc, c'est vraiment là aussi cette vision un peu globale des choses qu'il faut essayer de croiser pour avoir une idée de l'impact du régime alimentaire sur la mortalité, sur l'apparition de maladies. Et pour revenir donc à la question initiale, dans les grandes maladies d'origine alimentaire, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les cancers, pas forcément d'ailleurs de la sphère digestive, pour lesquels l'alcool notamment a un rôle important, qui sont les 2 grandes familles en fait de maladies ou de décès donc, qui sont liés à l'alimentation. Donc là, on était sur une question plutôt complexe, en effet. J'espère, Magali, qu'on y a répondu. Tout autre chose, donc Yanis, lui, nous reproche
entre guillemets, de ne pas avoir évoqué la question du bien-être animal. Il fait référence donc à une des dernières vidéos dont on a tous au moins entendu parler et que j'espère on n'a pas trop regardé parce que c'est horrible. Donc une vidéo de l'association L214. Pour ceux qui, comme moi, se sont demandé un jour à quoi pouvait bien faire référence ce nom étrange, donc je profite pour le rappeler, il fait référence à un article du Code rural qui dit explicitement que les animaux sont des êtres sensibles. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Yanis? Est-ce que votre rapport traite ou pas de la question du bien-être animal? Alors, le sujet du bien-être animal, c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement complexe en fait, parce qu'il y a ce que l'on peut objectiver des souffrances animales et également ce qui correspond en fait à l'état de la science, assez paradoxalement, pour tout un tas d'espèces animales, la connaissance et la compréhension de la douleur et de la souffrance animale en tant qu'individu sensible est finalement assez récente. Et il y a encore quelques années, on en parlait beaucoup moins. On n'a pas traité entièrement le sujet du bien-être, en tout cas, on l'aborde indirectement lorsqu'on évoque les modes de production d'élevage, lorsqu'on évoque la consommation de viande. Il y a de très gros progrès à faire dans le contrôle des modes d'abattage, notamment. On a aujourd'hui des modes de production également qu'il faut faire évoluer. On pense par exemple à certaines techniques d'élevage, des porcelets auxquels on va couper les queues, ou on va comment dire, plonger les canines sans anesthésie et quand ils sont petits. Donc ces modes de production-là, ils doivent évoluer. Ça répond à une attente sociétale qui est extrêmement importante et ça répond aussi, je le redis, à l'évolution des connaissances par rapport à la sensibilité de ces animaux. Donc c'est un sujet central, ça pose plus globalement la question de notre relation avec le monde animal, notre vision des choses qui a évolué finalement assez rapidement en une cinquantaine d'années. L'animal de production qui était considéré comme un bien à vocation strictement économique est devenu un être vivant, sensible, qu'il faut respecter en ce sens et pour lesquels les modes de production d'abattage doivent évoluer. Donc c'est un vrai et grand sujet. Je le redis, on ne l'aborde pas directement dans le rapport, mais on l'évoque en creux à travers la question de la consommation de viande et des modes de production d'élevage qui sont très divers et qu'il faut faire évoluer sans doute dans pas mal de secteurs. La proposition est en tout cas lancée, éventuellement. France Stratégie pourrait se saisir de ce sujet, nous dit Yanis. Bon, ça, on va voir si on peut le proposer. Alors, question de Vanessa et Nicole. Concernant le Nutri-Score, il y a beaucoup de questions sur le Nutri-Score. Comment concilier score nutritionnel et impact environnemental? Je crois qu'on l'a à peu près répondu à cette question avec le double étiquetage. Donc là, on vous renvoie peut-être à la partie où on en discutait, ou en tout cas à la partie du rapport qui y est consacrée. Et la notion de Nutri-Score, je continue de citer, n'est-elle pas absurde puisque l'équilibre nutritionnel se voit au niveau du régime global? Lucille également demande: quels éléments avons-nous aujourd'hui pour attester de l'efficacité d'une politique d'affichage type Nutri-Score? Alors, sur le point régime alimentaire, effectivement, le Nutri-Score donne une indication de la qualité nutritionnelle d'un produit donné. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur notamment les fromages ou les crus de type Roquefort, les produits AOP et AOC, et certains acteurs disent ce sont des productions sur lesquelles il ne va pas y avoir de Nutri-Score. Je pense que c'est un faux débat. Quand le fait qu'un fromage ait un Nutri-Score qui montre qu'il est très gras ne fait pas qu'il doit être retiré du régime alimentaire. Ça dit simplement qu'il ne faut pas en abuser, qu'il faut en manger en petite quantité. Et je pense que cette information-là, qui est finalement très synthétique, très visuelle et très éclairante pour le consommateur, est sans doute plus éclairante que la composition nutritionnelle qui est affichée sous la forme d'un tableau historiquement et que pas grand monde ne lit, ou en tout cas ne comprend pas forcément facilement. Qui est au dos des aliments, écrit en tout petit, qu'il faut vraiment aller chercher de manière volontaire. Donc, je suis d'accord sur le fait de dire que c'est le régime alimentaire dans son ensemble
quand on doit regarder les équilibres nutritionnels, mais je ne suis pas d'accord pour dire que le Nutri-Score ne sert à rien. Au contraire, c'est un moyen pour le consommateur d'avoir une information facile. Et pareil pour l'affichage environnemental, où là, techniquement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on essaie de combiner des impacts sur le carbone, des impacts sur la biodiversité, la consommation d'eau, etc. Donc, on est sur un indicateur synthétique qui est un peu plus compliqué à calculer, sur lequel il y a pas mal de discussions et pas mal de polémiques, mais qui est assez intéressant aussi pour éclairer le consommateur. Et ce n'est pas parce que vous avez une viande rouge qui va avoir un affichage environnemental négatif sur l'impact carbone, parce que les bovins produisent du méthane et que c'est un gaz à effet de serre très important, qu'il faut pour autant dire qu'on ne va plus du tout manger de viande rouge, parce que vous avez des modes d'élevage extensifs qui présentent des bénéfices pour l'environnement, des viandes de montagne par exemple, qui permettent dans ces élevages de préserver des écosystèmes qui peuvent être rares. Donc, on va avoir des co-bénéfices sur la biodiversité qui sont intéressants. Donc, là aussi, avoir un affichage environnemental négatif pour un produit alimentaire ne signifie pas qu'il faut totalement l'exclure, il faut juste en manger moins, ou il faut regarder d'autres co-bénéfices au-delà de l'impact carbone. Donc, combiner les deux, Nutri-Score et affichage environnemental, je pense que c'est possible, c'est, je le redis, un moyen pour le consommateur de s'informer. Et il y a des études qui montrent que ça éclaire vraiment le consommateur. Il y a eu des études d'économie comportementale qui montraient, par exemple, que les consommateurs allaient évoluer dans leur choix lorsqu'ils vont faire leurs courses en fonction de l'affichage environnemental qu'ils peuvent voir sur un produit et réduire leur consommation de produits à fort impact. Voilà, donc il y a des bénéfices qui sont sans doute intéressants et c'est pareil pour le Nutri-Score. Le Nutri-Score, l'un des bénéfices au-delà de l'information du consommateur, c'est aussi d'inciter les industriels à faire évoluer leurs recettes pour avoir le meilleur affichage nutritionnel possible. Donc là aussi, c'est intéressant. C'est incitatif des deux côtés. Ouais. Ouais. Alors, on va, comme le temps passe vite, il nous reste plus que 9 minutes, on va peut-être changer un petit peu. Il y a énormément de questions aussi sur la gestion des déchets, sur la biodiversité. Anne, par exemple, nous dit, vous parlez beaucoup du climat, mais quid de la biodiversité? On en a parlé aussi, il me semble. On a parlé des impacts sur l'environnement de manière globale. Ça prend en compte évidemment la question de la biodiversité. Donc, on va peut-être passer sur un autre registre où là, on a des questions qui portent plutôt sur la question de la compétitivité de la France. Emmanuel, notamment, nous dit quid des contrôles sur les produits importés pour garantir qu'ils ont le même niveau d'exigence, je suppose, environnementale, sociale que les produits français en termes de substances interdites, précise-t-il, phyto, hormones, antibiotiques. Alors, là aussi, c'est un vieux sujet dont on entend souvent parler. Il faut distinguer, à mon avis, deux types de produits. Les produits qui sont issus de pays européens et les produits qui viennent de pays tiers. Il ne faut pas perdre de vue que le marché européen s'est historiquement construit autour d'un marché commun, y compris sur les règles sanitaires et phytosanitaires. Et le secteur agroalimentaire était l'un des premiers concernés par cette communauté de mesures. Donc, on a une réglementation européenne qui est assez stricte et qui fait que le niveau d'exigence est censé être le même entre tous les pays du marché européen. Pour les pays qui sont à l'extérieur de l'Europe, il y a systématiquement, lorsqu'on a des importations de produits agricoles et agroalimentaires, des points de contrôle officiels au niveau desquels des évaluations doivent être faites. Après, la difficulté ou la question, c'est la fréquence de ces évaluations et le coût de ces évaluations. Mais on a, en toute logique, des contrôles qui sont faits pour éviter qu'on ait importation de produits qui vont contenir des résidus de substances interdites sur le marché européen. Après, le meilleur moyen de s'en prémunir pour le consommateur, s'il est inquiet de ces équivalences, c'est de privilégier les produits locaux issus du marché européen plutôt que de faire appel à des produits importés, mais la question de la traçabilité qui est sous-jacente est une question centrale. Et je le redis, on a des procédures
réglementaire assez strict reste à mettre derrière les moyens pour assurer cette traçabilité et ces contrôles en nombre et en quantité et en qualité suffisante. Alors, on a ensuite des questions qui se recoupent un petit peu, notamment Gérard et Sarah. Je vais résumer car la question est très longue. Je pense qu'il s'agit de voir comment le bio peut être compatible avec des préoccupations environnementales liées au climat. On évoque par exemple la question des serres chauffées. Donc là, il y a une petite remise en cause, on va dire, du contenu environnemental du bio affiché comme tel. Ça, c'est une autre question. On part sur la question des travailleurs clandestins. Alors là, il y a les questions de Gérard encore, qui en met deux en une, et de Julien, un autre Julien, qui s'émeut, si j'ose dire, de la présence donc, de ces travailleurs clandestins qui feraient une concurrence un petit peu déloyale sur les exploitations agricoles françaises. Et puis Sarah aussi sur la PAC, mais là, je vous donnerai le lien vers le rapport PAC à la fin de la webconférence pour vous éclairer, parce que vous êtes beaucoup à poser des questions sur la PAC, qui nous dit, est-ce que le système de subvention de la PAC n'aurait pas pour conséquence que les produits sont vendus en dessous de leur prix de revient, ce qui serait le problème à la base des faibles revenus des agriculteurs? Ça fait beaucoup. Alors, rapidement sur bioclimat, parce que là aussi c'est un vieux débat. Les bénéfices d'une agriculture biologique qui sont liés à la réduction d'utilisation ou la non-utilisation de pesticides de synthèse, de engrais de synthèse, ne se limitent pas au climat. Et en fait, la difficulté que l'on a, c'est que globalement, une production bio, quand vous ramenez la production à l'hectare, va produire quantitativement moins qu'une production conventionnelle. Et donc, lorsque vous ramenez les émissions de gaz à effet de serre au kilogramme produit, vous avez pour le bio, sur ce bilan carbone, un bilan qui est parfois, en fonction des productions, moins bon que pour une agriculture conventionnelle. Donc, si on regarde uniquement l'angle climat, le bio n'est pas forcément le mieux-disant, entre guillemets. En revanche, si vous regardez les autres bénéfices environnementaux, réduction d'impact sur la biodiversité, sur la qualité des eaux ou en termes de pollution de l'air, là, vous avez des bénéfices qui sont plus importants. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment d'avoir une vision très globale des impacts environnementaux d'un mode de production agricole donné. Voilà, donc ça fait beaucoup, c'est un sujet qui est très technique, qui est très, très compliqué à appréhender. Il faut éviter les caricatures systématiques qu'on peut entendre et qui sont assez régulièrement prononcées sur ce sujet-là. Et il faut être un peu dans la nuance par rapport à l'impact carbone du bio comparé au conventionnel. Dans les autres questions, alors sur les travailleurs clandestins, ça aussi c'est Oui, on en a 3 sur les travailleurs clandestins, donc ça a l'air d'être une préoccupation. C'est un sujet, là aussi c'est une sorte de serpent de mer. Par définition, quantifier des travailleurs qui sont clandestins, donc qui sortent de tout dispositif de contrôle ou de surveillance, c'est par définition impossible. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre le fantasme et ce que l'on peut observer. Il y a sans doute des travailleurs clandestins qui sont présents dans les champs de nos voisins européens. Ils sont sans doute aussi présents dans les champs français. Donc, on peut voir en termes de compétitivité des facteurs d'équivalence. Et en tout cas, ça reste à objectiver. Il n'y a pas beaucoup de chiffres sérieusement produits qui permettent d'avoir un regard précis sur le phénomène. Et je ne suis pas, à titre personnel, convaincu que ce soit le principal facteur qui explique le fait que l'agriculture française serait moins compétitive que celle de certains de nos voisins européens. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela, y compris en termes de structure même de nos filières ou d'évolution historique de la structure de nos filières. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce qu'on finit de répondre à la question de Sarah sur est-ce que c'est le système de subvention de la PAC qui fait que les produits sont vendus en dessous de leur prix de revient? Oui. Sinon, je renvoie vers le rapport. Non, mais c'est très bien résumé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une politique agricole commune qui finalement a été détournée de son intention originelle. Le but de la PAC, lorsqu'elle a été mise en place en 1962, c'était de faire en sorte que les agriculteurs soient justement rémunérés. Et une sorte de captation de cet argent public par finalement l'aval des filières, et y compris les consommateurs, pour nous permettre d'avoir accès à une alimentation
abondante à faible coût, mais ça c'est fait au détriment des agriculteurs et ces subventions ont finalement conduit à ce que le vrai prix de l'alimentation et des productions agricoles ne soit pas là pour les agriculteurs. Donc effectivement, il y a eu un phénomène qui fait que les aides de la PAC et la structure historique de la politique agricole commune expliquent le faible coût et aussi que les agriculteurs, en conventionnel notamment, ne soient pas rémunérés à la juste valeur de ce que leur travail implique. Est-ce qu'on a le temps? Je fais signe à Sacha en coulisses. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question? Alors, je vais vous laisser le choix, Julien. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager une sécurité sociale de l'alimentation ou comment le rapport a-t-il été accueilli par le décideur? Autrement dit, est-ce que certaines de vos propositions ont été retenues? Alors, c'est deux questions compliquées. Je vais prendre la question je vois que c'est une question de Véronique de Bougival sur la sécurité sociale. C'est ça, exactement. Oui, c'est Véronique de Bougival. Oui, elle a précisé. Alimentaire. Oui. Alors, sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un sujet qui est très compliqué, ça fait partie des choses qui sont un peu aujourd'hui dans le débat public sur la manière dont on peut envisager une sorte de revenus qui serait centré sur l'alimentation, qui permettrait d'avoir un accès assez large à une alimentation. Cette sécurité sociale de l'alimentation pourrait prendre d'autres formes qu'un revenu distribué à tous. Ça pourrait être sous la forme de tickets, de food stamps à l'américaine. Mais ça fait vraiment partie des choses qui aujourd'hui sont de plus en plus étudiées et qui pourraient être un élément de réponse à la difficulté d'accès non négligeable de Français à une alimentation de qualité. Donc oui, la sécurité sociale de l'alimentation fait partie des choses qu'il faudrait creuser, évaluer et instrumenter pour être le plus efficace possible dans les années à venir. D'accord. Véronique, merci pour cette question, donc très pertinente. On a dépassé même à la fin de cette webconférence. C'est le moment de vous remercier pour votre écoute active, vos questions très riches et passionnantes. Toutes nos excuses à celles et ceux dont nous n'avons pas pu, à qui nous n'avons pas pu répondre à titre personnel, mais qui, j'en suis sûre, trouveront des réponses dans le rapport pour une alimentation saine et durable, donc qui, je le répète, est en ligne sur notre site en accès libre. Je vous encourage aussi, puisque beaucoup de vos questions ont tourné autour de la PAC et du bio, en règle générale, je vous encourage à aller regarder sur notre site faire de la politique agricole commune. On ne le voit pas, si on le voit. Faire de la politique agricole commune un levier de la transition agroécologique, c'est vraiment passionnant. Et puis, la note d'analyse sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie qui, à mon avis, répondra vraiment avec plus de détails et de précision à toutes vos questions sur le sujet. J'en profite aussi pour vous dire que notre prochaine webconférence aura lieu le 14 décembre et elle aura pour thème la biomasse, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci Julien, c'est le moment de vous remercier. Merci à Sacha Poré pour les moyens techniques et l'organisation. Je vous souhaite un bon après-midi, surtout un bon déjeuner et je vous dis à très bientôt.